La parole à notre rapporteur, Madame Goulet. Monsieur l'ambassadeur, Excellence, j'exerce la douloureuse tâche d'être à la fois rapporteur de cette mission, co-rapporteur avec André Reichardt et présidente du groupe d'amitié avec les pays du Golfe. Ce qui m'a fait prendre un peu de retrait par rapport à votre audition. Il peut y avoir pas un conflit d'intérêts, ce serait vraiment trop important, ni même un lien d'intérêt, mais en tous les cas une connaissance du royaume que nous avons pu notamment acquérir lors d'un déplacement de notre groupe d'amitié en Arabie Saoudite au mois de janvier dernier. Donc je voudrais vraiment attirer votre attention sur la nécessité des précisions. Vous avez eu l'obligeance de mentionner 14 personnes dont vous payez les salaires, certains dans l'éducation, certains en tant qu'imam probablement, enfin bref. Vous avez cité également 8 mosquées qui étaient financées. Je voudrais pas avoir l'air d'avoir une curiosité féminine mal placée, mais si nous pouvions avoir la liste des 8 mosquées, je pense que notre commission serait éclairée. L'autre chose, Monsieur l'ambassadeur, c'est que toutes ces questions autour de l'Arabie Saoudite reviennent extrêmement souvent et vous êtes précédé, votre pays est précédé à tort ou à raison, à mon sens plutôt à tort, d'une réputation qui est difficile et vous êtes un ambassadeur récemment arrivé à Paris après un an sans ambassadeur d'Arabie Saoudite en France. Vous avez eu l'obligeance de mentionner que vous êtes déjà venu 5 fois au Sénat, notamment devant la Commission des Affaires étrangères, notamment devant le président du Sénat, dans d'autres instances de cette maison. Et vous savez que c'est très important pour nous, aujourd'hui, dans un climat international pour lequel l'Arabie Saoudite a un rôle très important, puisque votre pays préside une coalition de 34 pays contre Daesh. C'est extrêmement important aujourd'hui que nous puissions avoir un éclairage sur ce pays qui reste entouré de mystères. Il faut bien le dire, Monsieur l'ambassadeur, et je vous le dis avec l'amitié la plus grande et la plus sincère. Donc, ma question va compléter toutes celles qui ont été posées. Quand vous aurez répondu à mes collègues, si vous ne trouvez pas que mon insistance est ou maladroite ou mal élevée ou relève de la curiosité féminine, si vous pouviez nous dire quelles sont les 8 mosquées que vous financez et nous rappeler aussi les dernières législations qui ont été prises en Arabie Saoudite pour contrôler les financements. Parce que je crois qu'il faut que les choses soient dites. Nous, on nous l'a dit à la Choura lorsque nous y étions. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, Monsieur l'ambassadeur, qu'il y a bien des dispositions qui ont été prises, notamment pour éviter des financements privés qui n'auraient pas été contrôlés par les autorités du Royaume? Merci beaucoup. En ce qui concerne le Conseil français du culte musulman, je voudrais remercier la France pour les efforts qui ont été déployés pour former ce Conseil. Nous espérons que ce Conseil jouera son rôle parce que je pense que le Conseil fera. Bon, je pense que l'ambassadeur parlait du Conseil théologique. Je lui souhaite le plein succès. J'espère qu'il fera du bon travail et qu'il mènera à bien sa mission, donc ce Conseil théologique. Je n'ai pas bien compris votre question concernant. Je ne sais pas s'il s'agissait de la même question en ce qui concerne le... Il s'agissait bien de la même question.
Très bien. Pour répondre à je répondrai à la question concernant l'islam moderne en France lorsque je répondrai à votre question sur le wahhabisme. Concernant le texte de loi en Autriche, je pense que rien n'empêcherait cela. Je pense que ce serait peut-être une bonne idée qu'il y ait une seule autorité pour prendre en charge le financement, pour réceptionner ces financements et ensuite les diriger vers ceux qui ont demandé une aide au financement. Je pense que cela pourrait être une bonne idée. Cela déchargerait les autorités comme les ambassades ou les organismes de financement, qu'ils soient publics ou privés, du souci de suivre ces financements, de s'assurer qu'ils vont vers les bons bénéficiaires, qu'ils passent par des canaux tout à fait réguliers ou réglementaires. Donc, pourquoi pas, si vous pensez que c'est la bonne solution, ça serait une très bonne solution. Et cette autorité unique s'assurerait que l'aide irait vers ceux qui l'ont demandé, effectivement. En ce qui concerne le wahhabisme, la question sur le wahhabisme et la contribution de l'Arabie saoudite à la propagation de la culture wahhabite dans le monde. Je voudrais m'arrêter ici autour et parler un peu de ce concept de wahhabisme. Je suis née en Arabie saoudite, j'y ai grandi, j'y ai fait mes études universitaires, j'ai travaillé. Je n'entendais pas parler de quelque chose qui s'appelait wahhabisme. J'ai entendu parler de wahhabisme depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. En Arabie saoudite, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle wahhabisme. Dans l'islam, il y a le sunnisme et le chiisme. Il y a 4 écoles théologiques dans l'islam sunnite. Tous les sunnites dans le monde et qui constituent la majorité du 1,5 milliard de musulmans dans le monde, la majorité des musulmans dans le monde suivent l'une de ces 4 écoles théologiques de l'islam sunnite. L'État en général suit ou adopte l'un de ces courants, l'une de ces écoles de pensée comme fondement. Mais tout musulman sunnite peut suivre n'importe laquelle de ces écoles de pensée. Les 4 sont également justes. En Arabie saoudite, officiellement, l'école de pensée, je ne dis pas confession, je dis une école de pensée, parce que en vertu de l'acception européenne, il s'agit d'une école de théologie, en fait. Nous sommes des hanbalites, mais dans la pratique et dans la justice, par exemple, nous pouvons nous inspirer d'arrêts de n'importe laquelle des 4 écoles de pensée, pas uniquement l'école hanbalite qui a été officiellement adoptée par le Royaume d'Arabie saoudite comme étant la référence dans le droit ou dans la loi. Nous pouvons nous inspirer des 3 autres écoles. Voilà l'islam, voilà ce que nous connaissons, voilà ce que nous appliquons, ce qui est mis en œuvre en Algérie, au Maroc, au Soudan, en Égypte, ou dans les pays du Golfe, ou en Irak. Voilà, c'est vrai qu'il s'agit de 3 écoles de pensée différentes, mais la racine est la même. Elles sont toutes également justes. Et il n'y a rien qui en matière d'application de l'islam, en matière de droit, il n'y a pas de différence entre les 4 écoles de pensée. Il n'y a pas une chose qui s'appelle wahhabisme. Il y a une terminologie qui est apparue, qui a été
collé à l'Arabie saoudite. Et ce n'est pas, il n'est pas correct de dire qu'il y a quelque chose dans l'islam qui s'appelle le wahhabisme. Pour ce qui est de l'islam moderne, qui peut être compatible avec la laïcité en France, je pense que et c'est là une des choses imposées par l'islam. Le musulman doit respecter le droit et les lois du pays dans lequel il vit. C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous croyons, nous, musulmans, en Arabie saoudite ou ailleurs. Il faut respecter les lois et le droit du pays dans lequel on vit, quelles que soient ces lois et quel que soit le droit. Et toute personne qui ne le fait pas ne peut pas prétendre représenter l'islam parce qu'il s'agit d'une interprétation erronée de la religion et qu'il s'agit d'actes erronés. Et on ne peut pas rendre l'islam tout entier responsable de tels actes. Il y a bien évidemment des cas particuliers, il y a des choses qui ont trait à la vie personnelle et privée. La France est l'un des pays qui respecte le plus ces libertés. Et nous ne devons pas faire l'amalgame entre ces libertés personnelles, d'une part, et le devoir d'une personne de respecter la société dans laquelle il vit et les lois de cette société et son droit. Pour ce qui est des 8 mosquées, je vous communiquerai le nom de ces 8 mosquées. Elles sont dans cette liste. Pour ce qui est du financement du terrorisme, l'Arabie saoudite est l'un des pays qui ont le plus souffert du terrorisme et nous en souffrons toujours en cet instant, en ce moment. Et les organisations terroristes comme Daesh et d'autres considèrent que l'Arabie saoudite est un État mécréant qui ne devrait même pas exister. Ils nous considèrent comme étant hors de l'islam, que nous devons être tués. Voilà comment Daesh et les organisations extrémistes considèrent la majorité des habitants de l'Arabie saoudite et comment ils considèrent l'État saoudien, les institutions de l'État saoudien. Je crois que l'Arabie saoudite est l'un des pays qui souffrent de ce problème et qui font face à ce fléau qu'il faut détruire. L'Arabie saoudite a pris diverses mesures pour faire face à ce problème. Tout d'abord, nous avons essayé de prévenir les actes terroristes par le biais d'échanges d'informations et de renseignements avec d'autres pays pour empêcher également que des actes terroristes ne soient commis dans ces pays-là. La surveillance des individus qui pourraient préparer des actes terroristes. La semaine prochaine, des experts spécialisés dans ce domaine seront ici au Sénat et ils expliqueront tout cela de manière plus approfondie et plus détaillée. De même, l'Arabie saoudite, et cela sera peut-être mieux expliqué par mes collègues la semaine prochaine, l'Arabie saoudite a pris des mesures pour surveiller le financement du terrorisme et pour s'assurer
que les fonds, qu'ils soient la zakat, donc l'impôt religieux dû par les musulmans tous les ans, ou toute autre forme de don, nous assurer que tous ces financements ne vont pas à destination d'organisations ou de groupes terroristes. Ainsi, nous avons mené une action très détaillée pour surveiller les transferts de fonds d'Arabie saoudite vers d'autres pays et même les transferts de fonds à l'intérieur même de l'Arabie saoudite. Nous avons ainsi beaucoup limité la possibilité que ces fonds n'arrivent à des groupes qui constituent un danger. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Merci pour toutes ces informations, toutes ces précisions. Et comme le disait ma collègue, en toute transparence et véritablement en toute sincérité. Donc, les informations qui nous ont été apportées, que vous nous avez données cet après-midi, vont contribuer, je le disais, à enrichir notre réflexion pour nos travaux. Merci à mes collègues également pour vos questions, vos contributions. Et merci encore très sincèrement pour votre disponibilité. Je n'oublie pas de remercier également la personne qui nous a permis de, je dirais, mener à bien cet échange en traduisant nos propos et vos propos. Merci beaucoup. Tout cela a été d'une efficacité parfaite. Voilà. Merci encore. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente.